un livre référence aujourd'hui. Nicolas Bouvier, qui est décédé en 1998, a commencé un très très long voyage en 1953, en juin 1953, et le termine en décembre 1954. Il fait ce voyage avec son ami Thierry Vernet à bord d'une Topolino, une petite Fiat, toute petite. Lorsqu'il rentre, il écrit son voyage, il reprend toutes ses notes et tente de faire publier ce livre. Il le propose à 8 maisons d'édition et pas des moindres. Il est refusé partout. En 1963, ce livre, il le publie à compte d'auteur. Il a été réédité maintes fois. Consécration pour lui, malheureusement, il n'était plus là. En 2018, ce livre est au programme de l'agrégation de lettres pour les étudiants. Malheureusement, il n'était plus là. Et puis, j'ai un livre qui est assez intéressant qui s'appelle Le Manuel de l'antitourisme. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire, ne serait-ce que par son titre. Et puis, un tout petit livre qui s'intitule « De l'art d'ennuyer en racontant ses voyages ». Donc, ce soir, je vais faire effort et tenter de ne pas vous ennuyer. Ça ne sera peut-être pas facile. En introduction et pour vous accueillir, j'avais apporté les musiques originales du film Himalaya, l'enfance d'un chef, un film assez extraordinaire qui raconte l'histoire de cette famille d'Udolpo, la famille de Tenzin Norgay, peintre, lama, avec qui j'ai passé une soirée extraordinaire à Katmandou et qui m'a dédicacé ce livre de contes bouddhistes. Un autre usage du monde. Voyage et philosophie renvoient évidemment l'un à l'autre. Philosopher, c'est toujours d'une certaine façon voyager. Et à l'inverse, partir en voyage, c'est toujours créer les conditions d'une certaine rupture avec un ordre des choses, avec un mode d'existence ou avec un état antérieur de la pensée. Et la rupture est le tout premier et le plus caractéristique des gestes philosophiques. Quoi qu'il en soit, philosopher, c'est essayer de remonter du visible à l'invisible. Il y a déjà là l'idée d'un parcours qui favorise le mouvement, la distance et l'inconnu, les trois éléments structurants de toute espèce de voyage. Pourtant, le voyage n'a pas existé en tant qu'activité spécifique dans la Grèce archaïque, et le mot voyage est étrangement absent de la langue domaine. Longtemps, il n'y eut que des termes qui nommaient un type particulier de déplacement. Par la route, poreia, à pied, adoi poreia, par la mer, plus, dont périple, de périplin, naviguer autour, sans que jamais se forme le concept vraiment unitaire du voyage. C'est ensemble que surgiront le voyage et la philosophie lors de la première utilisation du terme philosophique par Hérodote dans le passage célèbre où Crésus, recevant Solon, souhaite le consulter et lui dit « Étant philosophe, étant désireux du savoir, tu as certainement visité beaucoup de pays à cause de ton désir de voir. » Les philosophes n'ont pas la réputation d'être des aventuriers. Et pourtant, nombre de grandes idées ne sont pas nées dans le huis clos d'un cabinet de travail, mais sur les chemins. Voyageurs parfois infatigables, comme Descartes ou Nietzsche, les penseurs, des navigations sur les eaux bleues de la Méditerranée dans l'Antiquité au vol de nos intellectuels, reviennent de leur périple avec des notes plein leur mal et de nouveaux concepts en tête. Quelques exemples. Clément Rosset. On ne guérit pas de l'Espagne. Nietzsche, Cap au Sud. Rousseau Hegel et le peintre William Turner. Promenades alpines. Henry David Thoreau. L'appel de la forêt. Wittgenstein. L'épreuve de la cabane. Descartes. Par Mons et par Vaux. Claude Lévi-Strauss. Noir Brésil. Alexis de Tocqueville. Comprendre l'Amérique. Arendt et Adorno,
aller simple pour New York, Platon, la tentation de Syracuse, Kant, le cosmopolite immobile. Il y a plusieurs manières d'entrer dans la démarche philosophique, d'en commencer le voyage. On peut présenter à cet égard la philosophie sous deux figures, qui sont toutes deux celles d'une immobilité contrariée, si on part de l'idée que le philosophe est un immobile contrarié. D'une part, on aurait le souvenir soudain d'une idée, d'une question. Cela peut être « qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que la cité ?» On a vu cette idée quelque part, jadis, et comme avant même d'être né, on ne sait pas où, et on part à sa recherche. On veut la retrouver. Et donc, la philosophie est l'histoire d'une traversée, des vicissitudes d'une traversée, d'une dialectique. On traverse les discours, il y a des épreuves et quelque chose à raconter. Et d'autre part, il y a philosophie parce qu'on a été détourné, étonné, surpris par une tempête. Le trajet a été contrecarré, infléchi, relancé éventuellement par une impasse. On pourrait parler longtemps des impasses dans l'histoire de la philosophie. On a alors quelque chose comme un point de conversion. Il faut partir, quitter, changer de route, car on a été traversé par des pensées qui se lèvent en nous comme un rêve, dit Platon, ou par une rivière de pensées, comme écrivaient Relaison et Emerson, tous deux à la même époque. Cette entrée en matière pose trois questions. Comment rester et comment partir? Ne peut-on jamais raconter le voyage et comment le raconte-t-on philosophiquement? La plus difficile, peut-on revenir? Avant que ne se développe le mythe romantique et 19e selon lequel le voyage aurait le pouvoir de métamorphoser le voyageur, de renouveler ses pensées et de lui ouvrir un destin inédit, le voyage suscitait une défiance qui exigeait d'en justifier l'entreprise. Pèlerinage, voyage d'artiste, mission exploratoire, initiative commerciale, toute expédition se jugeait d'abord à ses fruits. Le grand tour, the Great Tour, qui est à l'origine du mot tourisme, n'y faisait pas exception puisque, accompli dans des lieux bien déterminés, il consacrait l'appartenance au monde des gentilshommes. En fait, le voyage, ce n'est pas dès l'abord la possession de l'autre et de ce qui nous semble exotique. Au contraire, le voyage est une invitation au dépouillement de soi. Nicolas Bouvier a cette tranchante expression. On voyage pour que la route vous plume, vous rince, vous essore. C'est en cela que le voyage est subversif, avec soi-même j'entends, et c'est aussi cela qui distingue le voyageur et le touriste, car le touriste est souvent plus conformiste. Que nous dit Pascal? Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. J'aime beaucoup Blaise Pascal, mais là il me blesse d'une flèche de culpabilité. Il ne faudrait donc ne pas voyager, mais demeurer en repos. Ça, je sais le faire. Mais tout de même, eh bien non. Ce n'est pas mon désir, et je chausse les semelles de vent d'Arthur Rimbaud, qui me dit, par l'espoir d'été bleu, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Il faut, je le crois, avoir de l'amour en soi, du moins cette espérance que quelque chose nous monte dans l'âme. Car cette sensation est un vertige qui rompt le socle des certitudes. Le voyage est comme une gestation dont rien ne dit qu'elle aura une vertu apaisante, et ce ne sera vraisemblablement, une fois encore, qu'un brouillon, un inachevé, qui reste à jamais gravé, presque une petite cicatrice que l'on gratte à l'envi jusqu'au prochain départ, tout simplement parce que, et Nicolas Bouvier nous le dit tellement bien, un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit que l'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.
Le voyage, c'est l'ailleurs, c'est aussi l'autre en temps de questions surgissent, mais il n'y a pas de réponse, si ce n'est cette poésie qui apparaît parfois là où on ne la devinerait pas. Maroc, Algérie, Niger, Mauritanie, Sénégal, Thaïlande, Kyrgyzstan, Mongolie, Inde, Ladakh, Zanskar, Tibet, Népal et plusieurs fois dans certains pays, quelques pays d'Europe ou même notre Haute-Loire, qu'importe. Être simplement dans l'absolue présence des êtres, dans l'absolue présence aux êtres, séjourner en silence. Et bientôt, sans définir le monde, laisser la poésie s'installer là, dans l'intervalle de ces instants, jusqu'à ce qu'elle soit présence. Et c'est alors qu'au seuil insignifiant des hommes, se leva devant moi, dans le froissement de l'air, la rumeur de l'autre. Ainsi se fait la rencontre éphémère qui nous devance. C'est dans les nervures d'une émotion qu'il faut aller chercher l'autre, aux justes limites des franges indécises qui cernent d'ordinaire le monde. Partir. Je me reprends à rêver. La nuit est claire, et les quelques nuages qui jouent avec la lune se nouent par instants entre eux. Prends cela, au moins. Recueille ces images avant que d'autres images n'envahissent ton âme. Partir ou demeurer. Révoque l'habitude, chasse-la, insulte-la, car il y a une nécessité. Elle est l'incessante compagne de ta course, inexplicablement. Des choses devraient surgir. Il te faut donc te remettre en route, non pour une fuite, mais pour une échappée vers un état de poésie et mettre la pensée en mouvement, dans une errance, à la rencontre de l'autre, pour qu'une fois de plus, au terme du voyage, l'ordre qui consiste à persévérer dans son être soit rompu. L'autre, la recherche du sens, l'apparition du sensé. Dans le visage de l'autre, il y a quelqu'un qui appelle. C'est l'expérience renouvelée de l'humain. Une autre expérience se fera, celle des limites du monde, celle d'une solitude, celle de soi, et sera emportée et confondue. La singularité du lieu sera simplement une envie, une curiosité, un vagabondage pour retrouver par déracinement, disponibilité, risque, dénuement, l'accès à ces lieux où les choses les plus humbles retrouvent leur existence plénière et souveraine. Est-il d'ailleurs besoin, au-delà de la poésie, de nommer ces lieux, ou faut-il lutter une fois encore contre un langage qui veut les nommer? Allez, allez encore, allez vers, sans hâte ni recours, mais dans l'attente, peut-être de l'absolu triomphe de cet appel que de fois entendu. Rien n'avait précédé ton corps, ton esprit. Tes yeux seuls se font maintenant regard. Puis voir, écouter, sentir, laisser la râpe du voyage entamer ce corps juste pour un surcroît d'existence, de gratitude ou d'émerveillement pour qu'enfin, dans ce monde autre, tu te reconnaisses. Alors tu te fais vagabond et tu ravaudes, tu retricotes, tu rapièces et tu retrouves la beauté. Une beauté mélancolique, celle qui permet de voir les choses comme elles sont dans l'absence et la perte. Le voyage, d'ailleurs, n'est-il pas illusion? Certainement, mais son parfum secret est tellement fascinant. L'essence même en est l'émotion, mais sais-tu ce qu'est l'émotion? C'est du silence, la résonance de quelque chose qui s'est passé. Et surtout, ne pas le combler, mais y demeurer, l'entretenir un peu encore. Il n'est pas la simple absence de bruit, mais ce lieu intime où tout s'établit, prend forme, se crée à nouveau. Et dans ce silence, la vie, quelques chants, des rires et des mots criés, un déploiement de couleurs.
Nicolas Bouvier nous dit encore: on ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives. Alors je pars, sans aller chercher quoi que ce soit. Aller chercher d'ailleurs, on saurait savoir quoi trouver. C'est rentrer, drosser, comme un bois flotté qui me satisfait. Rentrer imprégné des émotions que la rencontre de l'autre aura instillées en moi et que je pourrai restituer, peut-être, par quelques mots et dans mes peintures. Ayant cité Revaison, Bergson précise que l'effort du peintre est de saisir en chaque être l'effort générateur de la nature. Faire un portrait, c'est retrouver, dit-il, l'intention originelle, l'aspiration fondamentale de la personne. Il me semble que cela s'intègre naturellement à ma philosophie du voyage, sans calcul, sans réflexion, allant une nouvelle fois flirter avec la pensée d'Emmanuel Levinas. Souvenons-nous de ce très beau texte, l'asymétrie du visage, le visage de l'autre. Je vous propose maintenant d'aller faire quelques pas aux Anscars. Les Anscars, une toute petite région, 7000 km², il y a entre 13 et 15 000 habitants, pas plus. On le surnomme le Petit Tibet, pour ceux qui connaissent. Et c'est un ancien royaume indépendant. Je ne vais pas projeter de photos, je préfère laisser votre imaginaire produire des images, des représentations. Dans ce texte, j'écris « il », l'homme, le voyageur, car tout simplement, je n'osais pas écrire « je ». Des nuits aussi profondes et sereines que les jours sont de force et de lumière, il tire cette ligne infinie, ténue, surgit d'un néant jusqu'à se confondre lentement au blanc des nuages. Dans cette immensité, à l'intérieur même, l'idée de retourner au monde brûle, résister, confier ses peurs au vent, dire la douleur. Plus tard, viendront les larmes. C'est un désert. Il n'y a rien, lui avait-on dit. Et ce rien emplit maintenant et devient silence. Ce rien, rencontré en d'autres terres, une fois de plus, lui est donné sans bruit. Lesquels de ces mots auraient-ils eu un sens à ce moment précis où le vocabulaire s'éboulait pareil à des pierres tombées des hautes parois au fond des gorges? Le froissement de l'air l'étreint. Le silence lui prend la main. Il est temps. Les pierres étaient d'abord d'ocre, rose ou rouge, puis se teintant de terre verte ou de sienne, l'ombre bleue. Ce bleu outre-mer, léger sur les arêtes vives, plus foncé dans les creux, allant jusqu'à des teintes violettes et faisant jaillir et dresser de part et d'autre d'un torrent tressé d'eau des pans entiers de roches. Sur ces pas, la poussière soulevée tarde à se poser. Le chemin, comme une longue allée, se resserre au loin en un seul point. Il savait qu'au-delà, le monde était encore sans limite. Des bouffées éparses, devenant plus épaisses, s'éparpillent, se déchirent aux crêtes et caressent les pentes en aplomb. De mousseline fine et légère, les formes s'élèvent un peu, s'immobilisent un instant et s'abaissent à nouveau, poursuivant cette marche sans fin jusqu'à disparaître dans le lointain et rejoindre la lumière de l'été. Le secret des saints qui les anime est comme autant d'interrogations qui ne trouveront pas réponse. Machinalement, l'homme voudrait accompagner cette course folle de quelques gestes, de mots, d'un chant peut-être, mais le désir d'effacement le contraint et la seule consolation réside dans la beauté de ce jeu hors du temps. Un besoin prégnant de s'extraire du monde jusqu'à s'isoler le taraude, fait son œuvre dans ce fond caché de l'être et en même temps réclame d'aller à la rencontre d'un monde nouveau, autre,
dans son émouvante grandeur. De loin en loin, des ombres violettes naissent des fissures de la terre et sculptent les cailloux qui portent beau, et se dressent et s'étirent comme pour accrocher quelques chevaux devant. Le claquement de l'air dissout et les pierres et les couleurs de ces petits drapeaux, dans un mélange instinctif rajoutant au mystère, les inscrits en creux dans les pores de la peau. Au creux de sa solitude, l'homme regardait cette terre comme si définitivement elle ne pouvait être accoisée. Il s'avance tout seul dans ce moment donné, offert, où il croira, puis doutera, où il apprendra de cette vie terrée dans l'immense qui lui fait face. Le monde semblait s'être arrêté. Et là, soudain, alors que tout n'avait donc pas eu lieu, la pluie vint gifler son visage d'une eau glaciale. Rapidement, cette eau se fit neige. Tout continuerait sans ignorer cette nouvelle lumière, si tant est qu'elle soit vraiment nouvelle. Dans un absolu silence, une nouvelle poignée d'orge est arrachée à la terre nourricière. C'est à chaque geste presque un commencement du monde, dans une douleur tue. Un fascinement, portant à une sorte de pureté, permet, sans avoir à nommer les choses, une montée d'oubli et le recueil en lui d'une rêverie prémunissant de la signification qui ne trouverait pas de légitimité à ce moment-là. Quelque chose point, quelque chose le déborde, un insaisissable ou l'innommable. Le réel le tient, l'homme est insignifiant. Là, soudain, le monde a cessé de bouger. Dans le rectangle de l'objectif, plus qu'une image, des mains gerçures, des mains racines, des mains comme un cri, ouvertes à la violence de cette terre battue par les vents. Mordre, alors dans cette part d'indicible où vous voyez cette terre, n'apaiserait pas. Et pourtant, ne pas chercher quoi que ce soit, mais se laisser envahir, être dans l'ouvert comme s'il était une issue à la menace, aux menaces qui font résider dans une attente angoissée l'impossible. Il touchera ses mains, il tiendra simplement avec respect, y reconnaissant la trace de l'homme. Il tentera de les réparer, polissant longuement, d'une manière légère et sans éclat, ces crevasses d'un sérat qu'il avait dans son sac. Un écartèlement même se fait, et c'est aussi le moment où tout appelle, le moment où l'incertitude est renvoyée au rebord de soi, et c'est le mot « joie » qui lui est donné. Il regarde maintenant à la fois ses propres mains, étonnées de tant de vacuité, et ce visage qui contient d'imperceptibles mouvements de bonté. Du vertige qui s'installe, monte le désir d'avoir au moins une part semblable plutôt que l'âme lige. Alors il s'éloigne à nouveau car rien ne peut plus être contenu après s'être livré au provisoire. Il accomplit l'effacement progressif de cet état désigné pour n'en conserver que la résonance intérieure et s'abandonne à pleurer sans savoir pourquoi. Il avait simplement un peu appris de l'autre. Il va, il poursuit. Les images se multiplient, s'entrechoquent même. Et puis il y a encore ceci, comme un hanté mêlé d'inquiétude. Tout devient trop fort sur cette autre terre. Ici, un enfant nourri du champ obscur de la connaissance, nous renvoyant violemment ce que nous sommes d'inachevé. Là, un enfant nourri du sein de sa mère. Tant de mots lui échappent pour dire la beauté. Il s'agenouille devant ces mots, les réclame, mais en vain. C'est un énorme morceau de silence. Se taire suffit. Et pourtant, lentement, les couleurs et des formes réapparaissent. Un bleu doux dans les ombres enserre les montagnes, les sommets avec le blanc en haut. Des verts et des ocres glissent à nouveau jusqu'au fond des vallées. Le rose pâle de ce sein
fragile et délicat, intime lien originel, nimbé d'une lumière énigmatique qu'il n'a fait qu'entrevoir. Peut-être y met-il plus de chaleur, de sens, parce qu'il n'a pas d'enfant, blessure invisible, indicible, profonde, ou ne se souvient pas lui-même. Cependant, au lieu de rester dans la douceur, le sacré, il fuit, troublé au-delà du supportable, comme s'il avait risqué l'âme à l'aigu. La seule vision de la chair où se reflétait la couleur dorée des roches, peut-être. Un brûlot de mots crépite. Seule l'ombre de la nuit apaise pour un temps la parole qui voudrait jaillir. On prétendait tant de choses, nous les hommes, et les frêles signes de notre incertitude se mêlent aux brumes. Seul reste l'envers des mots et l'envers du vent pour reprendre un chemin plus pauvre. Se taire, être dans l'angle, mâcher et remâcher des morceaux de silence. Et le ciel serait-il moins sombre, le marcheur parfois avec douleur ayant conduit ses pas vers un autre commencement dans l'écart des pierres, pourra-t-il revenir simplement porteur de vent? Oui, tu contiens le monde. Il n'y a plus d'ailleurs pour toi dans l'étendue. Gustave Roud, dans Requiem. Ce monde, il voudrait le contenir et n'être plus que le pèlerin de son être, détaché du mouvement et de l'agitation, cherchant inlassablement cette terre intérieure, immense, inconnue et incertaine. Mais la venue, la présence de l'autre, tout d'abord dans le paysage d'un visage, l'écarte une nouvelle fois pour un temps de cette volonté d'aller en son centre. Le vieil homme lui apparaît dans son dénuement, fragile et à peine protégé par son âge, sans aucune contrainte, et comme un appel à lui adressé, une douce relation s'établit, s'engage. Cet instant n'est que bonté. L'autre est dans ce visage et tout prend sens. La voix se dérobe, puis seulement des fragments, et enfin ce sourire, cette lumière qui inonde. Et son ombre même lentement s'efface. Faudra-t-il encore prolonger le pas pour trouver place dans le monde? Ce texte, je crois, résume ma philosophie du voyage, où un élargissement des sens se produit. Sentir et entendre plus vivement, regarder et voir plus intensément, goûter ou toucher avec plus d'attention. Avoir l'esprit et le corps en émoi jusqu'à l'oubli de soi pour éprouver l'émotion, l'affection, l'enthousiasme, l'étonnement, l'interrogation, la surprise, la joie, la stupéfaction, et que sais-je encore, à la rencontre du beau. Le voyageur tâche d'entrer dans un monde nouveau, sans prévenance, désengagé, soucieux ni de juger ni de condamner, ni d'absoudre ni de lancer des anathèmes, mais désireux de saisir de l'intérieur, de se laisser prendre pour que des traces jamais ne s'effacent. Le voyageur pratique une connaissance du troisième genre, celle qui se nourrit d'intuition et de la pénétration immédiate de l'essence des êtres et des choses. Nicolas Bouvier a vécu en illuminé, en grand brûlé, incandescent. Il était un écorché vif et je reste tellement admiratif de sa façon de voyager. Voilà donc pour la première partie. Je suis prêt à accepter quelques questions, ne serait-ce que par rapport au texte ou par rapport aux Anscars, si vous le voulez. Nous allons repartir en voyage, si vous le voulez bien. Et cette fois-ci, à travers quelques-unes des peintures, donc il y en a qui sont exposées ici, et lorsque vous repartirez, vous pouvez passer par la porte d'en bas, à ma droite, et dans le couloir, il y a encore 7 peintures. Ce sont les 18 dernières peintures que j'ai faites cet hiver sur le voyage. Et pour quelques-unes d'entre elles, j'ai écrit un texte qui correspond à ce que j'ai pu ressentir, voir
et qui correspondent bien à la peinture. Tibet, berger Drogpa. L'esprit du voyage, je le pensais, me donnait le pas sûr et tranquille. J'étais intérieurement serein. Mais à l'instant, quelque chose autre surgit, et cela monte en moi comme une sorte de vertige, un presque mensonge. Il me faudra, je le sais déjà, guérir ce moment parce que, oui, il est des regards qui arrêtent l'esprit, capables de dire le monde. Tout autour de ce regard et de ses yeux même, un visage comme un paysage. Il ne démontre ni n'explique rien. Il dit simplement l'homme et son monde. Je me parcours d'un pas avide, mais bientôt ceux qui s'interrogeaient, ceux qui cherchaient la lumière s'interrompent brutalement. Que comprendre? L'étoffe de mon corps se déchire, s'arrache. Mon sang laboure mes veines, et lui, de son regard aigu, rapide, repris, accoise ma terre. L'expérience de l'autre, une fois encore, est précipitée au fond de moi jusqu'à habiter des mots ou les effacer. C'est par l'envers des mots tus et par les lèvres à peine entrouvertes, que je voudrais juste chuchoter, mais je m'égare en eux. Zanskar, Dorje. Insaisissable, oui, il l'était. Et je repensais à ces mots. Ne rien croire, ne rien attendre, espérer simplement. C'est tout ce que je pouvais faire. Ses mains sont une vie, son visage une toute autre. Il a vieilli lentement, comme un vieux soulier de cuir avec de beaux plis, ne cherchant pas de trêve. D'un geste calme et à la fois décidé, il lâche ses outils et me fixe avec des yeux pleins de malice, autant que le monde peut emporter, et qui disent « Si tu veux te souvenir, c'est maintenant ». Jamais je n'ai pu oublier le regard de Dorje. Ainsi est la poésie de ses yeux qui m'émeut plus que ne troublent les pierres qui l'entourent. Moi seul. Je tente de reproduire le silence gardé, frémissant, celui qui à chaque battement nous mesure. Nul besoin de paroles, précipitation vaine. C'est juste la rumeur de l'autre qui soudain m'envahit. Je me représente cendre d'infatigable découvreur. Maintenant, je sais les toutes possibilités d'un visage. Combien de racines coupées, arrachées en nous. Lui les a toutes. Elle parcourt son corps, plus réel, belle et ne fuyant ni le temps ni la nuit. Il surprend encore cette terre, qui de nous se sépare toujours plus. Il n'a plus d'âge, mais un visage d'enfant et les yeux du snow léopard, la panthère des neiges, si rare dans ces régions de haute altitude. Une longue marche, un chemin incertain, rocailleux au-delà des nuages, dans un paysage qui déchire ses vieux habits, m'a conduit là. Je suis fasciné par la réalité du monde. Pauvre fou. Dans ces débordements de vie, je le regarde encore, lui. Et c'est ainsi, avec une solitude infinie qui allume mon sang trop rapide et dans l'aridité des nuits, que j'aime ce monde à ma manière. Petite bergère, Ladakh. Son pas s'est arrêté sur ce chemin sans limite. Son troupeau de chèvres pashmina cherche l'herbe rare entre les pierres. Debout, pareille à une pâle présence, elle se dérobe dans l'air et la lumière. Étonnée ou intriguée, elle s'écarte soudain d'un bond et brusquement, lentement après, s'accroupit. Mon regard peu à peu s'attache, aux couleurs d'abord. Par un invisible rayon éveillé au creuset des magentas des hauts plateaux, ses habits et le lieu à la fois s'enflamment.
Et puis son visage, ses yeux, que de fines mains protègent de trop de clarté. Elle est adulte, elle est enfant. Elle est silence et beauté. Elle est ce temps de la vie invisible, et le voyageur que je suis, face à elle, porte le soleil à l'épaule. 3 pas de plus, et elle, dans l'ardent du jour, comme éternellement immobile. Le chemin s'est à tendre, certes. Un brin de vent soulève un peu de poussière ocre. L'homme, au lourd sac à dos, mal décortiqué ou mal construit, on le sait, doit cependant reprendre sa route dans cette même lumière. Il y a quelque chose là qui se fonde sur du silence. Lui un peu loin déjà, elle accroupie encore, immobile toujours. Les ombres du soir couvrent insensiblement la trace de mes pas. Le chemin reste une promesse. Pima Ralapunga. Quitter le village de paix, marcher encore, franchir ce haut col, le Ralapunga, 5200 ou 5400 mètres, je ne sais plus, et s'éprouver une nouvelle fois. J'avais appris la raison de mon pas, mais j'étais inquiet de ne pouvoir tout retenir. La beauté de ce torrent, maintes fois traversé avec l'eau glacée, serrant mes pieds, mes jambes dans un étau, les empreintes de la panthère des neiges vues pour la première fois et décrites par Tshering Lamo, avec l'image magnifique de l'animal qui me vint à l'esprit, et l'étoffe d'un rêve, commettre dans le doux pli d'un monde, avec les audaces et la beauté du lieu de ce côté du jour. Au grand cri, ce chant de Kiki Sotso Largialo, lancé au ciel pour remercier d'une presque promesse dans l'effort, je découvrais, adossé à ce haut et vaste silence, une épaisse couche de neige recouvrait encore l'autre versant si mal exposé malgré ce début de printemps. La lumière acérée, tellement violente, avale les hommes et les mules de portage. Aucun bivouac n'est possible. En hâte, consentir à se débarrasser des copeaux de fatigue, du cri dans la poitrine, se souvenir que la vérité vibre en soi de toutes ses cordes harpées et marcher longtemps avec difficulté dans cette neige lourde, humide, jusqu'au village. Pima, 4 maisons. Combien de fois me suis-je répété à voix basse, uniquement pour moi-même, j'appartiens enfin au monde. Au premier matin, c'est elle qui m'apparut après m'être sorti des bords infinis de la nuit, ainsi qu'une allégorie qui s'approche et rapidement fuit à nouveau. Elle, Tenzin, est à l'ouvrage déjà, baignée de lumière au petit jour. L'aube est dans chaque caillou. Je la regarde, elle me sourit. Je suis un étranger dans sa vie. Aujourd'hui, dans la mienne aussi peut-être. D'un étrange mot si mal prononcé, certainement, je lui dis bonjour. Jule. Elle de répondre. Jule. Kamzang Inale. Bonjour, comment vas-tu? C'est l'heure de la traite. Pour quelques jours, 3 ou 4, ou bien 5, être là avec eux simplement, mais ne crois pas que ton esprit, comme tes pas, ne s'arrête ou n'aille s'endormir sous des pierres. Reprends ton souffle, contemple, comprends, et desserre le nœud de ta vie. La Dzos, femelle du yak, ne grogne plus. De ses doigts fins, absents, cachés dans les longs poils noirs, Tenzin tire le lait. J'entends le jet contre le bois du seau comme l'avant-goût d'un thé au beurre salé. À travers un regard, ce monde cogne à ma porte une nouvelle fois. Ainsi, quand monte un signe de la grande salle des pas perdus, ce vaste monde, l'eau qui jaillit d'en dessous les pieds, lave les yeux de celui dont le regard cherche la lumière et sait comment habiter
les heures pâles du jour. Sanskar, Uttal Gompa, un des chemins du ciel, celui que j'emprunte, celui qui mène du village de Purné au monastère de Puktal, Puktal Gompa. Puktal, la perle du Zanskar, fondée au XIIe siècle par Pakpa Sherap, a suivi la réforme de l'école Gelugpa au XVe siècle. Le bouddhisme pratiqué au Zanskar est le Vajrayana, véhicule de diamant, bouddhisme tantrique ou bouddhisme tibétain. Cette pratique rend possible l'accès à l'éveil en l'espace d'une vie, mais ne peut se faire qu'à travers l'enseignement d'un maître spirituel, le lama. L'école Gelugpa, la plus récente des 4 lignées principales du bouddhisme tibétain, ajoute la rigueur à l'érudition. Le Dalai Lama en est le chef spirituel. Les drapeaux à prière, les longtas, chevaux de vent, claquent au vent, ici ou là le long du chemin, et claquent à mes oreilles plus fort encore à chaque bourrasque. Entends, reçois, c'est pour toi. Le soleil baisse et s'absente derrière les hautes montagnes. Après une longue marche épuisante dans un relief écrasant, parfois oppressant et si beau à la fois, j'entre au monastère. J'ai la chair de poule, l'émotion m'envahit, la fatigue peut-être. Non, je suis submergé, j'ai le vertige, je n'ai pas de mots. Accroché à la falaise, le monastère est incrusté dans la roche abrupte. Comment une telle construction peut-elle tenir? C'est irréel. De petites habitations de moines aux murs blancs s'agrippent à la falaise et sur le haut, la grotte, d'où s'écoule une source miraculeuse qui jamais ne tarit. Le lieu, si onirique, surplombe la Tsarap qui à Purné se jette dans la Nognak. L'eau est turquoise. Un moine artiste a dû y laisser tomber un godet d'aquarelle. C'est l'heure de la puja, la cérémonie rituelle. Les instruments de musique sonnent très fort, une presque cacophonie effroyable. Puis le silence, et soudain des voix monocordes, lancinantes, un recto-tono monacal. Un court silence de nouveau, et le son du tipu, la cloche tibétaine représentant le vide universel. J'imagine alors ce moine, tenant également dans l'autre main le dorje, le foudre diamant, symbolisant la force indestructible, la lumière luttant contre les ténèbres, la connaissance et la sagesse. La puja se termine, une guirlande rouge et jaune s'étire lentement depuis la porte du Gokang, et les moines moignillons courent, les robes s'éploient d'une douce note de battement d'ailes et disparaissent. Le vent encore, fort, originaire est le silence qui maintenant me dénude jusqu'aux pensées les plus incertaines. Je voudrais donner des mots à la nuit qui déjà m'enveloppe et me fait naître à nouveau. Toucher à la vérité. Je ne suis pas seul. Le silence m'accompagne. Il est une présence. Il est un morceau du sacré dans cette nuit courte et chargée. C'est l'été. L'air est frais, calme. Sans doute le moine artiste persiste-t-il ce matin à colorer la tsarape de ce bleu qui surgit de l'immense dehors. Les moignillons se rassemblent, assis sur le sol encore froid. Ils tendent leur visage juvénile, le regard vers un lieu autre, un ailleurs, sauf un, qui de ses yeux semble interroger le monde, interroge l'homme, l'étranger que je suis. Petit moine espiègle, tu m'intrigues. Quelle est ta place d'enfant et de ta liberté? Quel est le choix que tu as fait, si tu en as fait un? Seras-tu guéché et un jour grand lama? Mais toi, voyageur, simplement que tu es, où est ta place dans ce monde? Ce moment m'échappe.
là où je me risque, et mon cri sauvage intérieur déchire l'innocence du ciel. Les visages s'éclairent au soleil, également les montagnes au creux des nuages. Je respire et tiens serré dans une main comme rassembler ces tensions silencieuses et la beauté audacieuse cette fois encore. Bientôt, il se peut, j'observerai avec curiosité cet exercice rhétorique, la joute oratoire, ce débat philosophique, lorsque le Kempo, maître de cérémonie, l'autorisera et les claquements de mains appuyés des moignillons résonneront à mes oreilles du même son que le froissement et la clameur des chevaux de vent. Ladakh, vieille presque. Cette nuit, il a fait froid. Le ciel est resté clair, c'était une nuit pauvre. Mon esprit vagabondait entre les jours pleins et déjà passés, et ceux que bientôt je traverserai tenant à la main une serpe d'eau, quand soudainement une vieille femme, la tête couverte d'un fichu laissant à peine voir de petits yeux, est apparue. Elle écarta le châle, et c'est l'étoffe du corps, le mien, qui s'écharpe. Autrefois, le bruit nourrissait ma bouche, et je m'habillais d'illusions. Ce visage sans limite promène la couleur aiguë de l'enfance. À la vie, de quelques rides, lignes lumineuses, elle donne une trace mémorielle. Dans ma muette stupeur, je la regarde, je ne sais plus de mots. Trouveras-tu, voyageur, assez de force dans les heures, même déchirées, dévastées, dans le débris des jours, assez de clarté et d'eau pure pour t'évader du vide. Regarde, elle tient d'une main la transparence du jour et de l'autre l'aube tout entière. Je cède au vent ce peu de mots qui tiendraient dans une main la mienne. Ce matin, l'air, le vent, la nuit peut-être, ou la vie encore, de ses doigts appliqués tellement à dessiner ce visage. Rien ne manque et surtout pas l'absence. J'ai sur la peau les premiers rayons de soleil et les neiges d'en haut, mais je suis, dans le pli d'un instant, orphelin du songe. Va chercher en toi ce que tu ne connais pas, le vrai. Zanskar, petit homme, as-tu ralenti le pas là-haut, entrelacé du ciel si loin, si près, et de ce désert minéral aux couleurs d'aquarelle se déploie la fulgurance sans bruit de la vie. Mais pourquoi donc devrais-je le faire? Juste pour t'arrêter sur la fragilité, pas seulement de ses enfants, mais de la vie, du monde qui, au-delà d'une étreinte maternante, disparaîtra dans les mots d'un bavardage insensé. Je me tiens au bord, sur la margelle du monde, et me laisse prendre, ou comme happé, par ce qui vient, quitte à faire l'expérience de la perte des mots, mais pour moins de pauvreté du regard. Fuir, oui, vers les émotions, et se perdre dans l'innocence. Le monde que je connais glisse sous mes pieds pour qu'un peu d'herbe verdisse, pour que l'eau qui court ne soit jamais les larmes que je redoute. Tu souris? Oui, tu souris. Moi aussi, mais j'ouvre la fenêtre et me parviennent alors des sons inouïs de notre langue, celle invoquant le recours au chemin par lequel je reviens du passé. Comment me suivras-tu, si toutefois tu en as le désir? Au-delà des derniers cailloux d'un autre col, après que le gypaète barbu, Siaklak, ou l'aigle royal, Yaknak, les aura désertés, des enfants, petits d'hommes, au village de Tangso m'attendent, du moins je le crois. Pieds nus, ont-ils d'ailleurs des chaussures? Nous seuls sommes persuadés d'être bien chaussés. Ailleurs, j'ai vu des montagnards népalais courir les âpres chemins sur des semelles de cornes. Là, au bord de l'eau,
2 enfants dans la lumière qui les fait sortir de l'absence jouent. Jouent peut-être, car le jeu appartient-il à l'enfance d'en haut? C'est une poignée de minutes tenues dans les mains du silence, un commencement du monde. C'est comme découvrir un poème oublié entre 2 feuillets, jaunis et froissés. Une lumière rare au cœur de l'ombre. Seul, le froissement de l'air, miracle musical se joue de moi, et je rejoins la solitude de mon enfance. Certes, mais pour mieux exister, et simplement parce que cela me concerne aujourd'hui. Or, je n'attends rien, mais je découvre ou redécouvre que se glisser dans les plis de l'autre, dans les interstices où s'ancrent des peurs et nos inquiétudes, c'est aussi se mettre en marche, sur la sente qui mène au-delà des possibles. Il est de ces moments qu'il faut surprendre, ou bien à l'inverse, nullement se laisser surprendre avec légèreté et questionner l'immensité du rêve. Petit, au bord de la rivière, je taillais l'écorce des arbres en coque de bateau, pensant qu'elle rejoindrait la mer et sûrement un autre continent. Eux non plus n'imaginent certainement pas, au hasard des jeux nichés, lovés au creux des feintes infantiles et colorées d'insouciance, l'imposante charge du monde à laquelle ils devront prendre part. L'un a jeté son bonnet pour être à l'œuvre, l'autre observe avec ce qu'il faut de stupéfaction ou juste d'étonnement. Imiter, mimer sans mots avec un éblouissant sérieux, au seul chant de l'onde, la geste d'une sœur plus âgée, d'une mère affairée dans un dur quotidien, sûrement, seulement pour le plaisir d'avoir les pieds et les mains dans ce courant froid et de voir, plus sûrement, de minces filets d'eau s'écouler et des gouttes retourner au fil pour d'autres rives. Qui de nous n'a jamais un jour rêvé d'être dans les habits pauvres de cette enfance pour ce petit peu d'éternité et seulement renoncer à lui-même? Il n'y a là pas de mensonge, et je dois saisir, paupières fermées, dans l'épuisement de la lumière et en dehors des idées trop bien achalandées, ce qui est réellement la libre enfance lorsqu'elle surgit à la pointe des jours comblés. Inexplicablement, quelques larmes brouillent mes yeux, et cependant lavent quelques incertitudes à l'écorce inépuisable. Jadis, je voyais le monde, maintenant je le regarde. Lentement, c'est infusé, c'est élaboré ce pas grand-chose qui ouvre une brèche en soi, une presque conversion. Saint Paul, d'une autre manière, s'était essayé. La gesticulation des fantômes se fera ailleurs. Un instant. Je me réveille tôt d'une nuit de repos, accompagné de la fatigue récompensée après ce cheminement long. Un visage, subitement, vient me cueillir, m'arracher. Je laboure le ciel et la terre de ce monde, mais la parole reste cloîtrée de silence. J'étreins l'air ignorant le songe, j'ourle le ciel de quelques nuages. Je traverse le vent par de larges ouvertures. Inlassablement, je fouille les vérités contraires. Je fatigue le jour, mais jamais la lumière. Pauvre voyageur, à l'heure indécise, qu'as-tu fait de ton âme au milieu du mystère du monde? Ton pas s'est perdu dans les pierres et la poussière, et face aux hommes d'en haut, tu crois encore porter une parole dénoée. Sors ton pas de l'ombre, quitte tes habits de cailloux perdus et les peurs archaïques que tu caches. Ce visage, regarde-le, et sa compagne de silence et t'invite au même silence. Celui qui, lentement, te sortira de l'intranquillité, et le monde, alors, sera en ordre. Pourtant, je voudrais trouver des mots charnus, des mots pleins, ronds comme de jolis galets, petits et polis par les vagues que les enfants ramassent sur la laisse de mer, ou encore des mots de bois flottés, rincés, rendus simples
mais des mots qui disent. Regarde encore ce visage qui, dans la lumière, à cet instant, suscite les pensées comme résonance inexprimable. Le battement du pouls de l'embrasement est maintenant ton pouls. Une clarté est captée ici ou là, inscrivant le récit ténu d'une vie. Je voudrais, de mon doigt, délicatement, doucement, suivre chacune des rides que ce visage m'offre pour peut-être retrouver ce qu'il y a à considérer de nos chemins. Ce ne sont pas des rides, mais des sillons, des traces ouvertes dans la chair par la charrue du temps, le soc enfouisseur des fêlures. Combien de fois ce visage a-t-il été brisé, réparé et embelli? Un art autre, le kintsugi, s'est éprouvé jusqu'à la force d'être belle. Encore, kin, c'est l'or, et tsugi, la jointure. Chaque jour, elle repousse un peu plus cette quête incessante de la perfection et m'accorde une ode à la fragilité, à la beauté à travers la nature imparfaite et éphémère de la vie. Elle plisse les yeux, j'y vois un sourire. Je crois avoir le même. Entre elle et moi, un lien rare, frêle. L'écriture des mains. Puisque c'est l'homme qui a donné l'homme, puisque c'est la main, pardon, qui a donné l'homme, la tentation sera grande de dire que l'homme doit, à son tour, se donner à la main et à la praxis. Le problème restant de savoir si les prométhéismes de l'outil, qui ont fait de la main ce moment de l'évolution où s'est opéré le retournement de l'homme sur lui-même, ne risquent pas de se transformer en hystérisme de la main dans laquelle celle-ci peut se retourner contre l'homme en voulant l'achever. La main et l'esprit, Jean Brun, philosophe. La tentation est grande de me donner aux mains que je regarde comme des visages, à tes mains, qui encore envisagent. Mais je suis ignorant de ce que sont tes mains usées de vent et de terre. Celle du labeur, celle de la prière, celle de l'amour, d'une vie ou encore des mains de souffrance, mais aussi et surtout des mains qui parlent, qui disent l'indicible sans les mots. Et je devine sur ces parchemins l'écriture antérieure. La lumière dans ses clartés souveraines et successives, douce et âpre à la fois, s'égare le long d'un silence ou s'approche d'un pas qui prolonge le chemin d'un renoncement insolent, celui qui se frotte à la pierraille jusqu'à l'absence de soi, celui qui nous tient debout. Tes mains prennent et donnent, relient, peut-être reçoivent-elles aussi, en tant qu'elles sont le lien, le trait d'union. Mais que cherches-tu, toi l'homme des hauteurs, du bout des 5 doigts de chacune d'elles, exprimant ainsi un presque mudra. Pentagrammes qu'elles sont, compagnes inlassables. Tes mains sont-elles animées par une volonté de l'âme? La terre, l'eau, l'air, le feu sont ton quotidien et tu cherches dans la manipulation, le toucher sensuel des perles, l'émotion, le saisissement ou plus simplement l'esprit. Ou peut-être encore tes doigts, dans une geste calligraphique toujours invisible, cherchent-ils en silence une hauteur musicale, la quantillation. La lumineuse. Si c'était la lumière qui tenait le pinceau, la pluie même qui se mêlait aux couleurs, je n'en serais pas jaloux. Un instant court ou pas, une minute ou beaucoup plus, je ne sais, mais soudain, venu d'un ailleurs, elle apparut dans une clarté si intense, cette fois-ci encore d'une étrange épiphanie, comme une grâce aérienne. Simplement la regarder était une façon de me laisser emporter. Il est probable même
qu'elle me toucha au-delà des yeux, plus loin que le corps. Sa simplicité allait jusqu'au bout de sa main portant un bois sec pour tenir la flamme sûrement et quelques cordes effilochées. Je vis d'abord les plus belles couleurs de ce monde, puis des bribes de sa peau nue, dévoilée d'un corps encore jeune, un visage qui semblait sourire, et enfin ce regard que mes yeux continuellement ne quittaient pas. J'allais à droite que son regard me suivait, j'allais à gauche et qu'il en était de même. J'ai cru en premier lieu être à la rencontre d'Ushas, Aphrodite, la déesse de l'aube, celle qui, émergeant de l'eau à l'éclat de l'écume, ou possiblement Eurydice remontée du l'été. J'aurais voulu dans cette âcre sécheresse une pluie intense lavant ses couleurs qu'aujourd'hui mon pinceau, comme patiente trace, dépose sur un papier aquarelle. Pourtant c'est une rumeur qui n'en est pas une, mais une phrase qui, avec mon sang, frappe aux tempes. Ne tourne pas tes regards en arrière. Après l'avoir dépassé, et n'entendant plus ses pas, je ne pus m'empêcher de me retourner. Et je ne saisis alors que l'air inconsistant. J'ai bientôt fini. Non d'un jour. Depuis longtemps, je savais que les êtres, dans leur attitude, dans leur visage même, enfermés du mystère, et que c'est en silence qu'ils parvenaient à le délivrer. Ce silence, ce presque rien, qui sur des chemins de bout du monde, dans ces lieux de solitude, me donne à voir l'immense comme le minuscule, me donne à voir des femmes, des hommes, des êtres de chair se tenant au bord du monde. Il faut avoir le goût de la rêverie, de la lenteur, aimer être touché, savoir pleurer, avoir fait l'apprentissage du regard. Oui, quand les yeux se font regard, pour braconner ces instants d'où surgit une sorte de grâce étrange, indéfinissable, insaisissable surtout. Regarde, sans doute a-t-elle vécu, vieilli, avec le murmure du monde collé aux oreilles, avec le dur laveur chevillé au corps et aux mains. Regarde, elle est bouleversante de simplicité, et son petit corps frêle dans son habit de lumière, qu'un peu de soleil échappé au ciel est venu à sa rencontre, porte la beauté au-delà de ce que tu croyais connaître. Non, ce ne sont pas les heures lentes sur les chemins rocailleux où tu traînes ton sac et ta fatigue et qui te font discerner, considérer et saisir l'infime, mais peut-être simplement l'ennui et la solitude de l'enfance où tu tentais, tant bien que mal, d'apprendre qu'être libre était de ne savoir rien, de n'avoir rien et d'être si peu. Ne dis rien, ne prononce pas un mot, mais regarde, regarde encore cet être de sagesse sous son châle de gloire, nonne contemplative, nonne d'éternité. Désapparaître. De petits rectangles rouges, éclatants, plus rosés par endroits, et là où la lumière frappe, inonde, pâle et presque sans couleur. D'abord cela, et aussitôt après, ce lien entre elles et quelques volutes de fumée bleue. Trace légère et peut-être seule compagne abandonnée, et par son souffle et de l'incandescence d'une cigarette. Trace éphémère, trace d'un instant à peine retenu du bout des doigts. Et presque simultanément, un étonnement, un temps humain s'inscrit là, sans bruit, sans éclat, tellement intime. Avoir part, avoir droit à ce moment si profond qui, si on s'y laisse prendre, enfièvre et porte vers le sacré. Et puis maintenant ce visage qui s'absente, s'éloigne en quelques songes, dans une plénitude qui semble divine. J'aurais presque pu ne pas la voir, elle,
et passer mon chemin. Pourtant, ne rêvant pas, je continue à essayer d'approcher l'inouï. Que peut-on d'ailleurs attendre d'autre? Ce visage va m'être retiré, non pas disparaître, mais désapparaître. Et c'est probablement pour cela qu'il m'apparaît. Désapparaître, c'est simplement se retirer de l'apparaître. Alors ce visage, je l'emmène avec moi parce qu'il touche à ma capacité d'existence. Il y a encore ceci. Dans un dépouillement absolu, une main offrande, une main comme enceinte de 5 petits citrons verts, invite d'un geste court, aussi profond qu'énigmatique, à commercer. Ce qui avait lieu là, dans l'épaisseur de l'énigme, cet instant fragile que j'habitais et m'habitait à la fois, était d'une forte densité inexplicable. Et je repense soudain à cette dédicace de mon ami Georges dans un merveilleux livre, La lampe tempête, qui n'était alors qu'à l'état d'épreuve, où il avait écrit « À Alain, qui, dans la lumière, tente aussi de s'approcher de l'énigme que représente le monde. » 14 août 1995. Oui, je trouve parfois refuge en l'autre. Je vous remercie.